Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry demandent leur réintégration au sein de la CEDEAO et l'Union africaine. Ces trois pays dirigés par une transition militaire ont signé un accord visant à renforcer la coopération politique, économique, sécuritaire et culturelle entre Bamako, Conakry et Ouagadougou. Est-il précoce d'affirmer qu'il s'agit d'un embryon d'une nouvelle fédération portée par ces trois pays? En septembre prochain, le colonel Mamadi Doumbouya aura 2 ans à la tête de la Guinée-Conakry. À mi-parcours de la transition politique en Guinée-Conakry, quel bilan peut-on tirer de la transition des militaires? Comment redéfinir le panafricanisme face aux enjeux politiques et géopolitiques de ces dernières années? Entretien exclusif avec Souleymane Sousa Konaté, membre du conseil politique de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Il est aussi conseiller chargé de communication de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de la coalition de l'opposition guinéenne ANAD. Et Cellou Dalein Diallo est également ancien vice-président de l'Internationale libérale. Merci de votre résistance sur le 3xW.canalk.ch et sur Radio Avoleté. Quel est Ketanier? Souleymane Konaté, bonsoir. Bonsoir M. Sylvain, bonsoir à vos millions d'auditeurs qui nous pratiquent à travers le monde. Merci de nous accompagner en ligne depuis la Guinée-Conakry. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, votre pays, demandent leur réintégration au sein de la CEDEAO et l'Union africaine. Et parallèlement, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, de ces trois pays, et dirigés donc par une transition, ils ont signé un accord visant à renforcer la coopération politique, économique, sécuritaire, même culturelle entre Bamako, Conakry et Ouagadougou. Alors, est-il précoce d'affirmer qu'il s'agit d'un embryon d'une nouvelle fédération portée par ces trois pays? Écoutez, nous, du côté de la Guinée, nous analysons ça sur 3 volets principalement. Premièrement, nous disons que dans ces 3 pays-là, il y a de plus en plus de restrictions de liberté, il y a de plus en plus de recul de la démocratie et les militaires traînent volontairement le pas sur un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les libertés sont de plus en plus confisquées et c'est ce qui inquiète aujourd'hui dans nos différents États. Deuxièmement, nous disons que la CEDEAO aujourd'hui n'est pas en train d'aider le peuple africain parce que les décisions n'aident pas, n'est-ce pas, vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et les militaires ont compris qu'il y a des difficultés au niveau de la CEDEAO. Donc, s'ils se réunissent, s'ils conjuguent le même verbe, ça peut mettre la CEDEAO dans une situation très difficile, ce qui va l'empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir sanctionner comme ils l'ont fait un moment par rapport à la Guinée, par rapport au Mali. Et cela avait eu des effets dans ces différents pays-là. Nous disons que les militaires ont compris la stratégie. Donc, aujourd'hui, ils décident de s'unir pour mettre la pression à leur tour sur la CEDEAO. Et si rien n'est fait, véritablement que les militaires réussiront à confisquer le pouvoir parce que les mécanismes sont déjà en marche. Du côté de la Guinée, par exemple, on est en train de dérouler tranquillement un agenda dont l'objectif est d'écarter les acteurs politiques les plus représentatifs, n'est-ce pas, du paysage politique guinéen. Et nous disons que cette alliance inquiète. Troisièmement, nous disons que les acteurs majeurs, n'est-ce pas, dans ces différents pays-là doivent conjuguer les mêmes verbes. La CEDEAO est aujourd'hui laxiste par rapport, n'est-ce pas, à ces 3 pays-là. Si on ne fait rien, c'est les armes qui vont finalement faire l'arbitrage dans nos différents États en ce qui concerne l'accession des gens au pouvoir. Et quand c'est comme ça, c'est l'instabilité qui se crée. Aujourd'hui, nous disons que si les gens ne se mobilisent pas, ça va être très difficile pour la sous-région de connaître la paix, la quiétude sociale et l'unité parce que tout simplement, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui décident de confisquer ce pouvoir-là ne sont pas en train de nous aider et la démocratie recule tous les jours. Les gens sont emprisonnés arbitrairement et face au laxisme de la CEDEAO, je trouve que c'est des moyens qui ne vont pas nous permettre d'aller vite vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alors, Souleymane Konaté, on voit là que vous tirez à boulet rouge sur ces 3 transitions militaires, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et même chez vous, en Guinée-Conakry. Alors, disons, plus tard, on va quand même parler de l'actualité politique en Guinée-Conakry. Mais pour beaucoup d'Africains, pour des Maliens, pour des Burkinabés, ces 3 pays nous montrent la résistance face à l'impérialisme. Vous savez que les peuples africains sont le plus hostiles, n'est-ce pas, à l'intervention des puissances étrangères en Afrique. C'est le cas aujourd'hui de la France qui a des difficultés, n'est-ce pas, de s'imposer au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Cela est un fait. Et
sont en train de solfer sur cette résistance-là pour mobiliser les plus sceptiques. Nous disons encore une fois de plus qu'il faut faire la différence parce que si on arrive à embobiner tout le monde, c'est la démocratie qui va reculer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les prisons en Guinée, c'est de plus en plus rempli, n'est-ce pas, des acteurs de la société civile, des politiques qui sont hostiles, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la confiscation du pouvoir et des libertés individuelles et collectives. Donc, il faut clairement faire la part des choses. Oui, que l'Afrique doit se mobiliser, défendre ses intérêts parce qu'on a été longtemps pillé et nous disposons d'énormes richesses pour nous développer, mais il ne faut pas profiter, n'est-ce pas, de ce contexte-là pour confisquer le pouvoir et mettre les acteurs majeurs de la vie de nos différents États à la touche pour permettre, n'est-ce pas, de s'enrichir de plus en plus. D'accord. Souleymane Konate, est-ce que ce n'est pas là les paroles d'un homme politique que vous êtes? Que répondez-vous à beaucoup d'Africains qui pensent que les militaires, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, tout comme en Guinée-Conakry, ces militaires qui président la transition politique dans ces trois pays sont beaucoup plus ambitieux et visionnaires que les autres dirigeants africains. C'est ce que pense bon nombre d'Africains. Écoutez, ambitieux, je n'irai pas jusque-là. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de la Guinée, avec M. Alpha Condé... Ambitieux, visionnaire. On avait visionnaire. Bien sûr, avec M. Alpha Condé, on était le pays qui produisait 80 millions de tonnes de bauxite par an. Aujourd'hui, avec les militaires, on est aux environs de 110 millions. Et ils ont fait de telle sorte qu'ils ont pu répartir ça entre les puissances étrangères. Donc, quand on dit qu'on lutte contre l'impérialisme, j'aimerais bien savoir, parce qu'aujourd'hui, toutes ces puissances-là ont des intérêts majeurs en Guinée. Et ça fait que le combat pour nous autres devient de plus en plus difficile, parce que les gens parlent d'abord de business au lieu de parler de démocratie, de liberté et de justice. D'accord. Alors, on sait que le Conseil national de transition, CNT, s'est engagé à rendre le pouvoir politique à une administration civile après une transition de 36 mois. En septembre prochain, justement, si on compte bien, le colonel Mamadi Doumbouya aura passé justement 2 ans à la tête de la Guinée-Conakry. Alors, vous êtes un homme politique, il faut quand même le rappeler. À mi-parcours de la transition politique, quel bilan pourriez-vous tirer de la gestion de la transition en Guinée-Conakry? La situation est telle aujourd'hui qu'on se pose la question s'il y avait véritablement un mobile fiable pour opérer le coup d'État qu'on a connu en Guinée, parce que les mêmes pratiques qu'on a dénoncées sous M. Alpha Condé, on est en train de reproduire exactement la même chose. Le discours du colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre a séduit tout le monde parce qu'il disait qu'il veut lutter contre l'injustice, il veut lutter contre l'arbitraire, il veut lutter contre les arrestations et les détentions extrajudiciaires, mais aujourd'hui on est en train de reproduire la même chose. Il a récemment réaffirmé qu'il ne va pas confisquer le pouvoir et qu'il ne va pas se représenter. Mais quand vous voyez les agissements, n'est-ce pas, de l'homme sur le terrain, ça amène à nous poser énormément de questions. Parce que les beaux discours, oui, mais on préfère juger les gens par rapport à leurs actes. Aujourd'hui, par rapport aux 10 programmes qui ont été validés par la CEDEAO en Guinée, aucun de ces programmes n'a véritablement commencé chez nous. Ils ont dit qu'ils veulent faire le recensement général de la population et de l'habitat. Jusqu'à présent, les activités n'ont pas commencé. Ils ont dit qu'ils vont faire le recensement général à caractère d'état civil et que c'est à l'issue, n'est-ce pas, de ce recensement-là qu'un fichier électoral va être tiré. Jusqu'à présent, ce travail n'a véritablement pas commencé sur le terrain. Aujourd'hui, ils disent que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser toutes les élections. On n'est pas encore en mesure de mettre en place des organismes capables, n'est-ce pas, d'organiser ces élections de façon transparente. Donc, véritablement, par rapport aux 10 points que la CEDEAO a validés, nous disons que rien n'a commencé sur le terrain. Et ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Parce que les objectifs qui sous-tendent la création de la CEDEAO sont de favoriser l'intégration, la coopération, le développement et promouvoir la démocratie, les libertés, les droits humains, la justice et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Mais de nos jours, les crises à répétition et l'inertie de l'institution sous-régionale soulèvent des inquiétudes et amènent les citoyens à douter de la capacité de celle-ci à prendre en compte les aspirations profondes et légitimes du peuple africain. Parce que nous, quand on luttait ici contre le 3e mandat, on a misé sur la CEDEAO et longtemps on nous a trahis parce qu'il est arrivé un moment où on nous a dit de nous rendre à l'évidence que la politique c'est le rapport de force pendant que M. Alpha Condé était en train de réprimer les manifestations dans les rues de Conakry. Nous disons que comment on peut croire à une institution sous-régionale qui dit qu'elle est capable, n'est-ce pas, de créer une société émergente à l'horizon 2030 si elle est capable d'appliquer ses propres lois. Nous disons aussi que l'heure est grave en Afrique et surtout dans la sous-région ouest africaine. C'est pourquoi il est important que la CEDEAO se rende à l'évidence qu'elle représente la communauté internationale au nom du principe de subsidiarité qui caractérise les relations internationales. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne ne peuvent pas intervenir en Guinée, au Mali et au Burkina Faso parce
pense que la CEDEAO est même à mesure de régler ces problèmes-là. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain, nous disons que rien n'est pratiquement fait. Par rapport à la transition de la Guinée, les militaires sont déjà presque à 2 ans de gouvernance. C'est 3 ans qui leur a été accordé. Ils ont fait une année. La CEDEAO a décidé d'accorder 24 mois supplémentaires. Mais aujourd'hui, rien n'a pratiquement commencé sur le terrain, ce qui nous amène à douter, n'est-ce pas, de ce chronogramme-là. Et nous disons que ce n'est pas de nature à rassurer les acteurs politiques que nous sommes, parce que même les 2 ans-là, il va y avoir forcément un glissement de calendrier parce que rien n'est encore fait sur le terrain. Et pendant ce temps, la CEDEAO continue à nous envoyer des missions qui ne produisent absolument pas de résultats. Souleymane Konaté, vous dites que jusque-là, rien n'est fait par cette transition militaire en Guinée-Conakry. Mais là, je pense que ce sont des paroles d'un opposant chez vous en Guinée-Conakry. Mais je ne sais pas ce qu'on pense de la société civile ou le Guinéen lambda qui pense que plutôt Mamadi Doumbouya est en train de faire un nettoyage total. Il ne faut pas faire de la politique politicienne. Beaucoup de choses sont en train d'être faites au pays. Ça, nous n'ignorons pas. Quand vous prenez le domaine des infrastructures routières, par exemple, avec M. Alpha Condé, c'était des contrats de gré à gré, des bitumes qui ne sont pas de qualité. Aujourd'hui, ils sont en train de refaire tout ça. Nous disons bravo. Aujourd'hui, l'éclairage public, ils ont investi là-dedans. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans ce sens-là. Nous disons aussi bravo parce que d'une manière ou d'une autre, ça va lutter contre l'insécurité. Mais ce n'est pas là qu'on attend les militaires. Parce que la transition... Mais là, vous reconnaissez quand même qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont fait quelque chose de bien. Il ne faut pas faire de la politique politicienne. Mais la transition a 2 objectifs principalement. Premièrement, c'est évacuer les affaires courantes. Deuxièmement, c'est organiser des élections libres, crédibles, inclusives, dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Voilà les objectifs d'une transition. Mais aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, tout ce qui est fait sur le terrain, c'est de nature à pouvoir endormir la conscience des Guinéens pour pouvoir tranquillement confisquer le pouvoir, parce que quand vous regardez les 10 actions planifiées dans le chronogramme et qui a été validé par la CEDEAO, rien n'a encore démarré sur le terrain. C'est ce qui nous amène à douter de ce chronogramme de 2 ans. D'accord. Alors, Souleymane Konaté, que pense justement la société civile, notamment FNDC, vous qui êtes très proche de la société civile, puisque les partis pour lesquels la société civile se sont unanimement soulevés contre le pouvoir d'Alpha Condé il y a environ 2 ans derrière? Aujourd'hui, tout le monde est lâché par les agissements de la CEDEAO. Demain même, il y a un mot d'ordre de manifestation lancé par le FNDC et l'intercoalition politique, l'ANAD que dirige M. Selou Dalein Diallo, le RPG, la formation politique de M. Alpha Condé, le FFP et le FNDC politique. Tout ça, c'est pour amener la junte militaire à ouvrir rapidement un cadre de dialogue inclusif qui va réunir tous les acteurs représentatifs de la vie de notre nation pour discuter du contenu de la transition, discuter de comment réussir cette transition. Mais aujourd'hui, les militaires ont une gestion solitaire de la transition. Ceux qu'on a libérés le 5 septembre, après le coup d'État, aujourd'hui, la majeure partie se sont retournés en prison parce que les militaires sont hostiles aux critiques, ils sont hostiles aux divergences d'idées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le coordinateur du FNDC est en prison, le chargé des opérations est en prison, et du côté politique, les acteurs pas les moindres, M. Fodo Oussou Fofana et d'autres sont placés sous contrôle judiciaire, ils sont malades, mais les militaires refusent leur évacuation pour pouvoir bénéficier des soins à l'étranger, et nous autres, tous les jours, c'est des menaces, ce qui rend la situation très difficile aujourd'hui. Donc demain, le FNDC a lancé ce mot d'ordre de manifestation. On verra encore ce qui va se passer. Mais connaissant notre pays, connaissant le fonctionnement de cet appareil militaire, nous disons que ça va se passer encore dans la répression. Et malheureusement, on va compter des morts. Et comme toujours, la CEDEAO va se limiter à la condamnation de principe. Mais on ne s'attend à rien de bon. D'accord. Donc, Souleymane Konaté, dont vous voulez insinuer que la société civile, notamment FNDC, est en phase avec ce que vous dites. Vous n'êtes pas satisfait de cette transition militaire en Guinée-Conakry? Bien sûr, aujourd'hui, tous les principaux leaders du FNDC sont soit en prison, soit en exil. Le seul qui est véritablement libre aujourd'hui, c'est M. Sékou Koundono qui est en Europe là-bas. Et à partir de cette journée, il cherche à mobiliser les gens, à organiser la résistance, parce que tout le monde se voit trahi par les militaires. Je rappelais tout à l'heure que le discours du 5 septembre a séduit tout le monde, parce que c'est ce que les Guinéens attendaient de ces militaires-là. Johnny Rawlings se le rappelait très bien. Lorsqu'on prend la responsabilité
responsabilité de confisquer le pouvoir grâce à l'aide des juges, il appartient aux militaires de prendre leurs responsabilités pour redonner au peuple le pouvoir qui lui revient de droit. C'est ce qu'ils ont fait le 7 septembre. Et le discours qui a suivi après a emballé tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, les Guinéens lambda n'arrivent plus à faire la différence entre ceux qui gouvernaient au temps de M. Alpha Condé et la gestion militaire aujourd'hui. C'est ce qui amène tout le monde à se mobiliser aujourd'hui. Longtemps, le FNDC avait décidé d'observer une trêve pour voir comment les militaires allaient se comporter. Mais malheureusement, comme nous, ils sont tous dessus de la gestion aujourd'hui des affaires et surtout la gestion solitaire. C'est pourquoi nous organisons cette manifestation avec eux pour interpeller le gouvernement guinéen, pour interpeller le CNRD, qu'il n'est pas tard. Il est important d'ouvrir ce cadre de dialogue inclusif avec les acteurs représentatifs de la vie de notre nation pour discuter de notre pays et comment on peut arriver vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je crois que c'est ce qui est important. M. Mamadi Doumbouya, je ne doute pas d'une seule seconde des bonnes intentions qu'il peut avoir, mais nous connaissons aussi notre pays. Les intellectuels, la majeure partie, travaillent pour le ventre. Ils sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'ego, de l'argent et des ambitions démesurées. On a l'impression aujourd'hui qu'ils ont réussi à infiltrer le CNRD, ils ont réussi à confisquer le bon fonctionnement de cette institution-là aussi. Il appartient au colonel de se libérer de tout ça. Beaucoup d'actions qui sont en train d'être posées aujourd'hui, que nous saluons, parce qu'avec M. Alpha Condé, il n'avait pas réussi cela. Mais tout ça, il peut sortir par la grande porte malgré avec toutes ces réalisations-là, s'il accepte d'organiser des élections libres pour permettre aux Guinéens de choisir une femme ou un homme capable de conduire leur destinée. Mais si on réussit à le convaincre de confisquer le pouvoir et qu'il aille dans ce sens-là, malheureusement, il va décevoir tout le monde. Et comme tous les anciens présidents guinéens, l'histoire ne retiendra pas du bien d'eux. D'accord. Alors, Suleiman Konaté, ce sont des paroles d'un homme politique, d'un opposant Guinée-Conakry. Et contrairement au Burkina Faso où la population soutient massivement le capitaine Traoré, tout comme au Mali, le colonel Assimi Goïta est un héros, donc soutien total du Mali, beaucoup de pays africains également. Vous pensez qu'on ne peut pas comparer la transition guinéenne à la transition burkinabé et malienne, selon vous, puisque vous l'avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas satisfait? Le contexte est totalement différent. Au Mali, 60% du territoire est occupé par les djihadistes et la France est intervenue un bon moment. Mais après, les Maliens se sont rendus compte que le pays n'est pas en train de les aider véritablement parce que clandestinement, on exploitait de l'or, on faisait beaucoup de choses. Le seul objectif était de protéger les intérêts français. Au Burkina Faso, c'était pas quasiment la même chose. Donc, il y a un véritable sentiment anti-français dans ces différents pays-là. Aujourd'hui, la Guinée, après l'indépendance, Sékou a refusé qu'il y ait une base militaire sur le territoire guinéen et les Guinéens sont hostiles, n'est-ce pas, à l'ingérence étrangère dans le fonctionnement des affaires chez nous. Donc, nous disons que nous sommes sur deux tableaux totalement différents. Aujourd'hui, les militaires eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller sur ce terrain-là parce qu'ils savent que les Guinéens ne l'accepteront pas. Par contre, ce qu'on demande à ces militaires-là, c'est organiser rapidement des élections libres, crédibles et transparentes pour nous, pour permettre à notre pays de connaître la démocratie, intégrer, n'est-ce pas, les institutions internationales. C'est ce qui va nous permettre de bénéficier, n'est-ce pas, de l'aide étrangère nécessaire pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions dans notre pays. Suleiman Konaté, on va parler un petit peu de Cellou Dalein Diallo, qui est le président de l'UFDG, votre parti d'ailleurs, un des plus grands partis politiques bien implantés en Guinée-Conakry. On a appris qu'il a quitté la Guinée-Conakry. Est-ce que c'est pour mieux poursuivre son combat pour la tendance politique et la bonne gouvernance en Guinée-Conakry? Les derniers mois du régime Condé ont été très difficiles pour l'ensemble des Guinéens, mais surtout pour notre formation politique. Le président Cellou Dalein Diallo, sa femme, ses principaux collaborateurs étaient empêchés de sortir du territoire national sans qu'aucune notification, ni administrative, ni judiciaire ne leur soit signifiée. La majeure partie de nos cadres séjournaient à la maison centrale de Koronti dans des conditions inacceptables dans une démocratie qui fonctionne. Ajouté à ça, le siège et le QG du parti sont restés fermés plus de 8 mois et dans l'injustice totale. Donc, après l'ouverture, il était important pour lui d'aller rencontrer les Guinéens à l'étranger qui se sont mobilisés dans
pendant cette période difficile-là, à soutenir le parti moralement et financièrement pour les mobiliser et les rassurer qu'aujourd'hui, malgré les exactions, malgré le contexte difficile, qu'au final, la démocratie triomphera. Deuxièmement, les militaires, à un moment, avaient réussi à convaincre la communauté internationale que les acteurs représentatifs de la vie de notre nation que nous sommes refusaient de venir au cadre de dialogue parce que tout simplement on avait un certain nombre de choses à nous reprocher et qu'ils ont commencé un programme de lutte contre la corruption et de l'enrichissement illicite. Donc cela amenait les autres leaders à refuser d'intégrer ce cadre-là et ça a été tenu en compte par cette communauté internationale. Donc il était important pour lui en tant que pédagogue de rencontrer ces mêmes institutions internationales, les partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée, leur expliquer que malgré cette publicité mensongère, malgré la calomnie, que nous sommes disposés à dialoguer, mais avec un certain nombre de garanties et de conditions. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui nous oppose aujourd'hui aux militaires, nous disons qu'on veut le cadre de dialogue, mais avec un certain nombre de conditions, comme je le disais tout à l'heure. Nous voulons un facilitateur étranger. Ils ont trouvé ce facilitateur-là à la personne de M. Boni Yahi, l'ancien président du Bénin. Nous avons dit que le CNRD, le gouvernement, c'est une partie. Parce que quand vous lisez la charte de la transition, il est clairement établi là-dedans que le CNRD, c'est l'organe central de décision. Et le gouvernement, c'est l'organe d'exécution. Donc, on ne peut rien faire dans ce pays si le CNRD n'a pas décidé. Et à côté, nous voulons que les acteurs représentatifs de la vie de notre nation, comme le RPG, comme l'UFR de M. Sidia Touré, comme l'ANAD, l'UFDG de M. Selou Dalein Diallo, qui représentent quand même 85% de l'électorat guinéen, puissent être associés, n'est-ce pas, à ce dialogue-là, pour nous permettre de sortir rapidement de la crise. Ajouté à ceci, nous voulons que le G5 puisse participer en tant qu'observateur, parce que tout ce qu'on va décider là-bas, la majeure partie de ces actions vont être financées par ces partenaires bi- et multilatéraux. C'est que les militaires refusent pour le moment parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un regard externe, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on veut simplement opérer les délinquances économiques, financières et politiques. Troisième raison, M. Selou Dalein Diallo n'est pas dans le pays, parce que tout simplement, nous avons une justice téléguidée aujourd'hui, et c'est ce qui est regrettable. Je le rappelais dans la dernière tribune que j'ai signée la semaine dernière, que quand on fait le choix de confisquer le pouvoir de cette façon, ça va être très mal fini. Je rappelais aux autorités... Donc vous pensez que Mamadi Doumbouya contrôle la justice guinéenne? Il contrôle la justice guinéenne. Nous disons Est-ce que vous avez des preuves? C'est grave quand même ce que vous avancez là, quand même, sur Malick Konaté. Bien sûr. Bien sûr, nous disons que les autorités de la transition doivent faire savoir qu'un peuple longtemps opprimé, méprisé, humilié et trahi par des dirigeants autoritaires et corrompus est semblable à du lait sur le feu. À force d'augmenter le feu des restrictions tout azimut des libertés, notamment les libertés de manifester, d'expression, de réunion et d'association, le lait peut déborder et devenir incontrôlable. Aujourd'hui, même les simples réunions, n'est-ce pas, dans les différents états-majors des formations politiques, on peut vous arrêter et vous amener en prison. Le cas le plus flagrant, c'est le jeune chargé de mobilisation au FNDC. D'accord. Il va rencontrer les citoyens. D'autres Africains pensent que, oui, avant d'organiser une résistance contre la France-Afrique en Afrique, il faut quand même être un petit peu dur de caractère. On ne peut pas dire qu'il y a un bon dictateur, mais il faut quand même être un petit peu très sévère et ne pas accepter toute manifestation. On peut infiltrer encore des Guinéens pour pouvoir... la France-Afrique peut encore infiltrer d'autres Guinéens pour essayer de déstabiliser encore la Guinée-Conakry. Puisqu'aujourd'hui, on va revenir, on parle d'une résistance africaine contre la France-Afrique. Écoutez, M. Sylvain Amos, au fondement de tout état de droit se trouve une justice indépendante et impartiale rendue par les magistrats au nom du peuple. Nous disons encore une fois de plus que M. Selou Dalein Diallo aujourd'hui est en exil parce que tout simplement, pour un premier temps, ils ont décidé de confisquer sa maison et de détruire la maison. Il est allé saisir la justice de son pays parce qu'il croit aux institutions de son pays et sans attendre les résultats, n'est-ce pas, de la justice, on a décidé de démolir la maison et de construire une école. Après, ils sont allés sortir d'un vieux dossier de plus de 20 ans, un dossier dans lequel les principaux acteurs sont longtemps intervenus pour dire qu'il n'a rien à se reprocher par rapport à ce dossier-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les prisons en Guinée, c'est peuplé. Aujourd'hui, la plupart, c'est des leaders politiques. La maison centrale a été construite pour 300 prisonniers. Aujourd'hui, donc, vous voulez dire que la classe politique guinéenne, est-ce que la classe politique guinéenne est-elle menacée par les militaires au pouvoir? Est-ce que les militaires auraient déclaré une chasse contre les leaders politiques de l'opposition chez vous en Guinée-Conakry?
Bien sûr, tous les leaders pratiquement sont soit en exil, soit détenus à la maison centrale de Koronti. Aujourd'hui, avoir un seul acteur politique en Guinée pour une interview, c'est quasiment difficile parce que tout le monde a peur d'aller en prison. Est-ce que ces politiciens ne sont pas impliqués dans des affaires de corruption? C'est ce que veut défendre aussi, hein? C'est ce que combat aussi Mamadi Doumbouya selon des informations, selon des Guinéens aussi. Écoutez, M. Sylvain Amos, aujourd'hui, les Guinéens sont d'accord par rapport, n'est-ce pas, à cette activité de reddition des comptes, parce que c'est important. La Guinée, notre pays, est immensément riche en ressources, mais malheureusement, la précarité économique et sociale se passe de tout commentaire. Tous les Guinéens sont unanimement d'accord pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion du contribuable de l'État. Et cela est très important. Mais lorsqu'on utilise cette justice pour régler des comptes personnels, nous disons qu'il faut faire attention. On a arrêté des gens qu'on accuse d'avoir détourné des milliards. C'est très important qu'ils s'expliquent. Mais pendant ce temps, la justice n'arrive même pas à ouvrir ne serait-ce qu'une simple procédure pour leur permettre d'être situés par rapport à ce dont on leur reproche. Aujourd'hui, ils sont arrêtés pour la plupart il y a une année de cela. Il n'y a aucune forme de procès. Je rappelais tout à l'heure le cas des jeunes acteurs de la société civile, notamment le coordinateur du FNDC, M. Fonike Mengue. Il finit une conférence de presse, on l'arrête. Il n'a pas géré ce pays, dans ce pays-là. Il n'a été directeur nulle part. C'est un acteur de la société civile. Son seul crime, c'est de ne pas être d'accord avec les militaires sur un certain nombre de choses. Il s'oppose, n'est-ce pas, à la confiscation du pouvoir, à la confiscation des libertés individuelles et collectives. Et ce que les militaires ne veulent pas entendre. Il séjourne aujourd'hui à la maison centrale de Koronti. Nous disons encore une fois de plus que Cellou Dalein Diallo ne fuit pas la justice de son pays comme certains aimeraient le faire entendre. Même par rapport à la maison, il a plusieurs fois dit: j'ai décidé de prendre la parole et de saisir la justice de mon pays parce que tout simplement on a voulu me faire passer pour un délinquant économique, quelqu'un qui s'est enrichi illégalement. Il a longtemps dit qu'il est pour la justice, il est pour la reddition des comptes, mais pour cela, il faut un minimum de garantie. Il faut que la justice de la Guinée soit impartiale pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens d'être égaux. Nous, les Guinéens, nous le disons le plus souvent, et à l'UFDG et à la NAD, nous disons clairement que la Guinée de notre rêve, cette Guinée unie, solidaire et heureuse, elle va inéluctablement passer par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les citoyens guinéens. C'est de cette façon qu'on arrivera à la paix, à la quiétude sociale et à l'unité nationale. Et non à coup de formules incantatoires, parfois de sens, parce qu'on réunit les imams, les prêtres pour prier pour le pays, ça ne rapportera rien. Il faut lutter contre l'injustice, il faut lutter contre l'arbitraire et vous réglez la question de cette question de paix. D'accord. La justice, vous venez de l'évoquer. Alors, Souleymane Konaté, quel est votre avis sur la procédure judiciaire en cours contre les auteurs présumés des massacres du 28 septembre en Guinée-Conakry? À l'UFDG, nous analysons ça sous deux volets. Premièrement, nous disons que cela va servir de leçon pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que Dadis et toute l'équipe qui l'a accompagné dans la gestion de la transition en 2009, croyaient intouchables à un moment donné. Et ce sont ces velléités de confiscation du pouvoir qui ont amené les forces vives à l'époque à radicaliser leur position et à demander une grande manifestation le 28 septembre. Et la suite, nous la connaissons, c'est la répression sanglante de cette manifestation. Nous avons connu plus de 159 Guinéens qui ont été tués, des centaines de femmes qui ont été violées la journée et jusqu'à présent, on n'arrive pas à retrouver certains corps. Et donc, on ouvre ce procès-là dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Nous disons que nous saluons. C'est pourquoi nous disions qu'avec le colonel Doumbouya, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Également, parce qu'avec M. Alpha Condé, qui est un civil, on a attendu ce procès plus de 14 ans. Donc aujourd'hui, qu'il réussit à organiser ce procès en un temps record, nous disons félicitations. Parce que ce que les Guinéens attendent, c'est qu'on identifie les coupables et qu'ils puissent être punis par rapport à ce qu'ils ont pu faire et que cela ne se reproduise plus dans notre pays. Et pour que cela soit, il faut que la justice puisse être au cœur de tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça montre clairement que quand on a la gestion d'un pays, tout est éphémère. Il faut faire attention, il faut s'appuyer sur les lois de la République. C'est ce qui va vous protéger et ce qui fera que le peuple de Guinée vous sera éternellement reconnaissant. Dadis pouvait sortir par la grande porte, mais malheureusement, il a fait un mauvais choix. Aujourd'hui, ce qu'on retient de l'homme, c'est celui qui a ordonné ce massacre-là, même si pour le moment il est présumé auteur, parce que la justice n'a pas fini son travail-là. Mais c'est l'image que les Guinéens retiennent de lui et c'est très malheureux. Très malheureux pour Dadis Camara. Alors, parlons maintenant panafricanisme. Vous savez que la présence accrue de la Russie en Afrique fait grincer les dents auprès des pays de l'OTAN. Est-ce que votre formation, l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, parti politique donc, est-ce que votre parti soutient un renforcement de la coopération avec la Russie
au détriment de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France? L'Afrique, notamment notre pays, la Guinée, est disposée à travailler avec tous ceux qui sont prêts à aider véritablement notre pays à aller de l'avant. Mais il ne faut pas se mentir, parce que cette politique politicienne, il faut qu'on arrête. La coopération avec la France n'a pas produit grand effet, n'est-ce pas, sur ces pays francophones d'Afrique. Quand vous prenez les pays comme la Guinée, par exemple, on a été colonisé plus de 400 ans avec cette même puissance coloniale. Il y a eu 60 ans de colonisation française et à l'indépendance, Sékou Touré n'a pas accepté, n'est-ce pas, que ce profil-là puisse continuer dans notre pays et ça a coûté ce que ça a pu coûter. Aujourd'hui, la France ne défend que ses intérêts. De Gaulle l'a dit à plusieurs reprises. Il dit la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si tel est le cas, les Africains doivent savoir aussi que leur intérêt, ce n'est pas de défendre aveuglément ces puissances qui viennent intervenir sur nous, c'est chercher, n'est-ce pas, à avoir un rapport commercial égal pour ce qui va permettre, n'est-ce pas, au pays de pouvoir acquérir des mannes financières qui va permettre leur développement. La France a intervenu dans beaucoup de pays africains. Cela s'est soldé par des chaos. Si je prends par exemple le cas des coups d'État récents, on soutient le Tchad. On dit que le Tchad est un bon élève. Et le président Macron est venu plusieurs fois là-bas même pour féliciter l'homme. Pourtant, il a opéré un coup d'État. Il est quand même le fils de quelqu'un qui a confisqué le pouvoir des années et qui a usé de la répression et de la terreur pour se maintenir au pouvoir. Et pendant ce temps, on condamne le coup d'État en Guinée, on condamne le coup d'État au Mali, on condamne le coup d'État au Burkina. C'est normal que les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés ne comprennent pas cette position de la France. Aujourd'hui, la France a dit qu'elle défend les intérêts, n'est-ce pas, du Mali et du Burkina. Ils ont amené des bases militaires là-bas. Et la violence, l'intervention terroriste s'est accrue avec cette présence militaire. Et plus tard, ces peuples se sont rendus compte qu'elle exploitait l'or qui se trouvait dans la zone au détriment de leur sécurité, alors que c'est pour cette sécurité-là que la France est arrivée en Afrique. Donc, nous disons encore une fois de plus qu'il faut arrêter de diaboliser les autres puissances. Si la France n'a pas été en mesure de faire des actions concrètes sur le terrain qui puissent permettre au peuple africain d'aller de l'avant, il est naturellement du devoir, n'est-ce pas, des dirigeants sociaux du bien-être de leur population de signer des accords commerciaux, des accords militaires avec les pays qu'ils estiment être capables de satisfaire les besoins immédiats. Donc, pour être clair, votre parti, l'UFDG est favorable pour un renforcement de la coopération avec la Russie, au détriment de l'ancienne colonie qu'est la France. Lorsque vous avez collaboré des années avec quelqu'un et que vous vous rendez à l'évidence que cette collaboration ne vous a pas apporté grand-chose, le plus important, c'est de trouver un autre partenaire capable de satisfaire les besoins urgents qui se posent à votre pays. L'UFDG au pouvoir, si nous estimons que c'est la Russie, c'est les États-Unis ou même que la Belgique qui est capable de tenir compte de nos intérêts, on n'hésitera pas un seul instant à travailler avec ces puissances-là. Est-ce que, justement, le développement de l'Afrique, un contrat gagnant-gagnant, un développement de l'Afrique, est-ce que la solution, c'est la Russie ou bien ce sont les Africains eux-mêmes? Ce sont les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi il est important que les Panafricains puissent se mobiliser. Il y a de l'expertise et c'est très important. Nous, quand on a commencé la lutte en Guinée, les Guinéens de la diaspora se sont impliqués et cela nous a permis d'avoir une bonne expertise et ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous battre à un certain moment contre un certain nombre d'antivaleurs. Nous disons encore une fois de plus que les Panafricains doivent se réunir, ils doivent avoir un plan concerté, ce qui va nous permettre de nous mobiliser partout sur le territoire africain et ce qui nous permettra d'être une force, n'est-ce pas, contre toutes ces personnes-là qui veulent nous confisquer notre démocratie, notre liberté et qui veulent piller nos ressources. Nous disons encore une fois de plus que malgré la manipulation, malgré la terreur, malgré les violences, que ça soit au Togo, je salue d'ailleurs tous ces patriotes de ce côté mobilisés contre la dictature, contre l'oppression et contre tous ceux qui ne cherchent pas à voir ce pays aller de l'avant, malgré que c'est un beau pays, c'est un pays qui regorge beaucoup d'intellectuels que je salue de passage. Il faut qu'on se retrouve, que ce soit en Guinée, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire. Il y a des panafricains un peu partout, mais seul on n'arrivera à rien. Il faut une union, il faut un plan concerté, ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, de peser lourd dans la balance. Justement, vous avez parlé un petit peu du panafricanisme, mais on va quand même reposer la question autrement et ce sera justement la dernière question dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Conakry. Et justement, Souleymane Konaté, ces temps-ci, vous l'aurez compris, tous les Africains veulent devenir des panafricains. On parle de résistance, le Mali nous montre la voie.
Ouagadougou, Burkina Faso, le monde la voit. En Guinée-Conakry, on pense qu'on résiste contre l'Occident, on résiste contre l'impérialisme, contre la colonisation. Donc, il y a plus de colonisation, mais on nous dit qu'on est encore colonisé d'une autre manière. Alors, comment redéfinirez-vous le panafricanisme face aux enjeux politiques et géopolitiques de ces dernières années? Le néocolonialisme existe aujourd'hui, même le commerce à l'international. Aujourd'hui, les Africains, nous disposons de la matière première, mais malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de fixer le prix de notre matière première. Nous, par exemple, la Guinée qui produisons le bauxite, aujourd'hui, nous sommes à 100 millions de tonnes de bauxite par an. Et la même bauxite, quand on va la transformer en Russie, en France ou en Belgique ou en Russie là-bas, quand ça revient chez nous, on paye ça très cher. Nous disons encore une fois de plus, ça fait 60 ans qu'on est dans ça. Aujourd'hui, vous avez une quantité immense de bauxite, même une usine d'alumine, vous n'avez pas dans votre pays. C'est pourquoi je suis totalement d'accord avec Mamadi Doumbouya quand il a appelé un moment ces miniers-là pour leur dire que dans 6 mois, s'il n'arrive pas à sortir un plan fiable pour la construction d'une usine d'alumine ici, il va finir par arrêter beaucoup de projets. Aujourd'hui, ça veut dire que Mamadi Doumbouya veut faire un contrat gagnant-gagnant, ce qui était très difficile, très compliqué à faire il y a des années en arrière. Je crois que cela est important. Il faut saluer ce qui a salué, il faut dénoncer ce qui a dénoncé. Maintenant, je dis encore une fois de plus, pour gagner ce pari-là, il faut qu'on se mobilise. Ça fait 60 ans qu'on vit, 64 ans qu'on est dans la précarité économique et sociale. Ça fait 64 ans qu'on utilise une minorité d'Africains pour le service, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de ces puissances étrangères. C'est pourquoi je dis encore une fois de plus, seul on n'arrivera pas. Il faut qu'on unisse nos forces, il faut qu'on parle le même langage, il faut un plan concerté, c'est ce qui va nous permettre d'arriver au résultat escompté. Mais comme ça, je vois très mal comment on va s'en sortir. Le Mali a donné l'exemple, c'est beau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de réussir là-bas, mais ça va être efficace, ça va être dynamique lorsque tous les panafricains, n'est-ce pas, du continent africain se réunissent et qu'on ait un agenda commun. Cela va nous permettre d'aller très rapidement. Je donne juste un exemple. Sékou Touré, à un moment, disait aux autres pays producteurs de coton, il dit, mais lorsque vous produisez le coton et qu'on nous achète à vil prix, c'est parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'entend pas. Si la France, vous produisez le coton, c'est la France qui fixe, par exemple, le prix, n'est-ce pas, d'1 kilo de coton. Si la Guinée dit, par exemple, que c'est $64, il vient au Mali, le Mali dit que c'est $34, il va s'en dire qu'il va aller au Mali et il va même saboter le coton de la Guinée. Ça a été la même chose en Côte d'Ivoire avec leur cacao en 1999. La France a saboté ce projet-là et ça fait perdre des milliards au peuple ivoirien. Parce que tout simplement, les autres producteurs, pays producteurs de cacao n'ont pas pu soutenir le peuple malien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut un plan concerté. S'il y a un plan concerté, si nous sommes tous producteurs de coton et que la Guinée dit que c'est $64, le Mali dit que c'est $64, le Ghana dit que c'est $64, c'est à prendre ou à laisser, ils vont prendre à ce prix-là. Mais lorsqu'ils savent qu'il y a une petite divergence d'opinion entre nous, ils vont surfer sur cette divergence-là et nous ridiculiser et pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer le maximum d'intérêt chez nous. C'est pourquoi je rappelais tout à l'heure qu'il faut un plan concerté. Avec ce plan concerté, on est fort et les puissances étrangères n'auront d'autre choix que de se plier aux exigences du peuple africain. Autrement, on va beaucoup continuer à dénoncer, mais ça ne servira pas à grand-chose. Merci beaucoup, Souleymane Souza Konaté, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Conakry. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avolité que vous êtes membre du Conseil politique de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, et vous êtes aussi conseiller chargé de communication de Cellou Dalein Diallo. Merci et à très bientôt. Bonsoir.